Ça, c'est ce que font vos gènes. Vos gènes mutent, ils s'en foutent complètement de vous. Alors ça peut faire des bons trucs ou des trucs pas bons du tout. Et puis quand on se reproduit, parce que la sexualité c'est une machine à faire la différence, eh bien, quand les chromosomes, les spermatozoïdes et les ovules se rencontrent, je peux vous dire, ça donne tout ce que vous pouvez imaginer, mais pas du tout ce que vous avez pensé. C'est pour ça que nous sommes tous différents les uns des autres. Chaque individu dans cette pièce, moi y compris, nous sommes une entité qui n'a jamais existé auparavant et n'existera pas après. Alors pour certains en grec, pour d'autres, on serait oui, mais deuxième temps, sélection. Quelles sont, parmi ces variations qui sont apparues, et la propriété qui fait la variation s'appelle la variabilité. Je vous donne un exemple d'entreprise dans un instant. Et puis ensuite, on développe. Or, le problème chez nous, pour des raisons culturelles et historiques, nous sommes excellents en France, en Allemagne, sur le développement. Nos cultures d'ingénieurs. Vous avez certainement été voyager dans le monde, vous avez certainement été aux États-Unis. Regardez, quand vous êtes en Europe, nos écoles, nos TGV, nos trains, nos fusées, nos voitures, nos systèmes de télécommunication, l'eau, le béton. Quelqu'un un jour me dit, tiens, c'est dans quel domaine on est le plus? Il croyait que j'allais dire l'électronique, non, c'est dans le béton. Il dit, merde, t'es au courant. Hein. L'eau, les technologies de l'eau. Nous sommes excellents dans des filières qui existent depuis déjà longtemps. Par contre, où sont les Google, les Apple, les Facebook? Hein? Depuis le choc pétrolier et la construction de l'Europe, nous avons, nous, développé l'innovation créative, de type ingénieur, qui est très importante. J'ai cette formation, donc c'est pas du tout péjoratif. Par contre, nous n'avons pas, c'était dit tout à l'heure par M. Matvel, la culture des CM1. Nos systèmes éducatifs nous poussent, on pousse, vous les jeunes, à faire carrière dans des structures qui existent déjà. Alors vous allez dire, non, c'est pas chez nous, on est à Grenoble, on crée des entreprises. Ouais, mais c'est assez exceptionnel encore. Ce n'est pas la généralité, loin de là. Ça. Et justement, je vais vous donner un exemple comment ça fonctionne l'innovation darwinienne. C'est Pixar. Pixar, donc, cinéma d'animation, vous connaissez bien. Il travaillait sur Toy Story 2. Donc Toy Story était un immense succès. Il travaillait sur la suite. Donc on est un petit peu dans le système de marque, c'est-à-dire on prolonge la filière qui a du succès. Mais il travaille à l'américaine, c'est-à-dire à la Darwin, c'est-à-dire dans une salle avec tous les créatifs et les créatives, autour de la pièce, la grande table, les donuts trop secs, le café dégueulasse, donc on a intérêt à innover rapidement pour survivre. Et là, ils disent, vous lâchez tout. Donc ils lâchent tout. Parce que nous, on essaie d'être brillants. Du premier coup, vous voyez. Donc ils lâchent tout. Et il y en a un qui lâche, tiens, je pense à une maison qui s'envole avec des ballons. Personne ne lui dit, attends, t'as fumé la moquette, on revient tout à l'heure. Donc il note, c'est la différence des gènes et des mutations, il note. Et quelques temps plus tard, tu sais ton histoire de maison qui s'envole avec des ballons. Et ça a donné ce merveilleux film qui s'appelle L'âme. Et c'est peut-être là, peut-être, que nous aurions pu mettre une discussion, cher monsieur Lovera, par rapport à vos propos tout à l'heure. C'est-à-dire, on n'innovent pas pour innover. Donc j'ai bien compris votre propos. Mais, vous savez que les entreprises les plus innovantes, ce sont celles qui donnent à leurs chercheurs et leurs chercheuses 20% de leur temps à faire tout et n'importe quoi. C'est 3M, c'est Google, c'est Facebook. Aujourd'hui, c'est France Télécom qui a compris le modèle. Et derrière cela, par exemple en France, on ne prend pas les années sabbatiques. C'est mal vu, alors on peut par la loi. Vous savez, les gens qui font des années sabbatiques, ils reviennent, ils sont gonflés à bloc, il y a des expériences. Et pour innover, ils sont bons. Les femmes qui vont faire un gosse, il ne faut pas les emmerder, ça va revenir gonflés à bloc, plein d'innovations, plutôt que de les emmerder. Attendez, mesdames et messieurs, c'est pas le sujet. Mais si jamais les hommes, nous, les mâles, là, les machos, là, hein, on avait été aussi créatifs pour le bien de l'humanité qu'on aurait été créatifs pour emmerder les femmes, c'est pas d'animal. Je vais vous donner un exemple en termes de technologie. Qui connaît Ada Lovelace ici? Fille de Lord Byron, éduquée comme des garçons à l'université, en tout cas, à des précepteurs. Le fameux programme Ada est en son honneur, c'est elle qui crée l'algorithme qu'on a attribué à Lord Babbage, c'est elle qui le crée et qui va inspirer Feynman par la suite. Mary Godwin, c'est connu sous le nom de Mary Shelley, celle qui s'inspire des travaux d'Erasmus Darwin sur l'électricité, qui va créer ce merveilleux roman à l'âge de 19 ans qui s'appelle, cette nouvelle plutôt, Frankenstein, de Prométhée moderne. Et une autre qui s'appelle Heidi Lamar. Qui est Heidi Lamar? C'est une femme d'une extraordinaire beauté, ça c'est pas un propos de macho, on va le voir. Et c'est elle qui crée le système de balayage aléatoire de spectres de fréquences qui va servir aux Alliés à gagner la guerre de l'Atlantique et que vous avez dans vos téléphones portables. Cette femme
Ava Gardner, à côté d'elle, était pas très belle. Donc, on connaît Ava Gardner. Et bien, vous savez quoi? Toute l'histoire des technologies d'innovation a complètement ignoré les femmes. Un jour, j'ai choqué un prof d'université de Nice, il dit oui, Voltaire qui a introduit Newton en France. Non, c'est sa maîtresse qui s'appelle Madame Émilie du Châtelet. L'université est lamentable sur l'histoire des technologies et des femmes. Alors ça s'arrête. Donc tout ça, pourquoi? Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes éduqué comme ça, chers amis, vous considérez que les femmes ne peuvent pas élever. Or, quand on est darwinien, tout homme, toute femme, quelle que soit la population, est source d'innovation. Ce qu'a compris Darwin chez ça, c'est que toute différence, Darwin c'est une philosophie de la différence. Darwin nous dit que toute différence est une source d'innovation. Et la variabilité, c'est cette propriété fondamentale de la vie qui fait que ça crée la différence sans augurer de ses possibilités. Et quand les problèmes arrivent, effectivement, c'est cette variété déjà là, et certainement déjà potentiellement une source de réponse à des enjeux auxquels vous ne s'attendez pas, parce que les variations de l'environnement sont de multiples sources. Et comment faire dans l'entreprise? On arrive au management de l'innovation. J'ai le bonheur de préfacer le livre de 9 patrons, alors je m'oublie toujours quelques-uns, pardonnez-moi, la Françoise Grigg de Manpower, M. Kosciuszko-Morizet, Pierre Kosciuszko-Morizet, c'est pas un ministère qui l'a rendu et qui l'accompagne encore, M. Niborel d'Accenture, M. Clamadieu de Rondia maintenant, M. Martin Vial, et M. j'en oublie encore, et M. Philippe Séguineau, Toshiba France. Aujourd'hui, chers amis, l'innovation, c'est plus l'affaire de la R&D. La R&D va être le pilote de l'innovation. Si vous avez compris mon histoire avec Pixar tout à l'heure, moi je conseille aux entreprises d'embaucher des archéologues et des historiens pour regarder toutes les idées qui ont été produites depuis 20 ans par la R&D qui n'ont pas été mises en application. C'est mon histoire de chimpanzé tout à l'heure. Et aussi d'aller voir ce que font les autres. Vous savez qu'en France, on est très en retard sur l'intelligence économique. Ça ne sert à rien de refaire ce qu'ont fait les autres. Et puis bien sûr, à tous les niveaux de l'entreprise, vous avez des sources d'innovation. Et Philippe Séguineau donne cet exemple, il est absolument remarquable dans son intervention. Vous voyez ce qu'ils font, notamment en Alsace, c'est absolument extraordinaire. Notamment sur la ville, sur l'e-médecine, etc. Quand les technologies peuvent rentrer dans la meilleure gestion de la ville, et ses problèmes de santé, etc. L'e-médecine est en train de se développer à toute vitesse. Moi j'appelle ça le web 2.0 et éthologie. Le web 2.0 c'est génial pour entrer en contact, mais il faut toujours à un moment donné se retrouver pour s'équilibrer. Les pouillages étant chez les singes, la relation sociale. C'est pas chercher du coup dans la tête. On a besoin de se rencontrer. Voilà. Et ça, justement, il s'était aperçu que à tous les niveaux de l'entreprise, les gens prenaient des initiatives pour améliorer les procédures en métier. C'est des pas du haut, c'est pas du top-bottom. Et notamment, ils ont fait plancher devant le comité de direction les gens de la maintenance qui s'étaient aperçus, comme ça, empiriquement, qu'il y avait deux types d'interventions. Ils avaient préparé des mallettes spécialement pour ça, mais c'était empirique, voilà, c'était un truc bien fait. Ils se sont dit, il faut généraliser. Et ils se sont aperçus qu'à tous les niveaux de l'entreprise, il y avait des sources d'innovation. Et dans le management de l'innovation, c'est très compliqué. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir sur papier les mêmes individus, les mêmes compétences, et innover ou pas innover. Ça, on va toucher maintenant au comportement. Qu'est-ce qui fait que vous allez permettre aux personnes autour de vous de proposer des idées ou pas, les accepter ou pas? Eh bien, on joue sur les organisations, et non pas sur les structures. Les organisations, donc, je vous l'ai dit, c'est la capacité de réfléchir sur un nouveau projet. Alors, je cite un exemple dans mon livre, qui est Parker Hannafin, qui est une entreprise de mécanique classique, et j'avais l'impression de lire le manuel de Darwin, sauf que ce n'était pas le cas, les gars ne connaissaient pas, mais il était parfaitement darwinien. C'est-à-dire que lorsqu'il a un projet, ce sont des pompes hydrauliques très complexes, il travaille pour la NASA et autres, donc domaine classique. Et là, il dit voilà, on a un projet qu'on définit avec le client, donc client source innovation. Et derrière cela, il met le projet, tout le monde en réseau, qui vient là-dedans. Et vous avez des personnes, hommes ou femmes, qui disent ah tiens, mais moi j'ai une idée qui pourrait rentrer dans ce projet, que personne ne pouvait imaginer au départ. Donc système ouvert, avec un périmètre de confidentialité évidemment, le client n'est pas content sinon, c'est normal. Et à partir de là, vous avez de l'innovation par projet. Ce qu'on aimerait bien d'ailleurs faire à l'éducation nationale, nous on a du mal à y arriver, mais on ne va pas renoncer. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que même si vous êtes le directeur de la R&D, même si vous êtes le directeur hiérarchiquement au-dessus de vos collaborateurs et collaboratrices, c'est d'accepter qu'un homme ou une femme soit le leader du projet. Jusqu'au bout. Et si ça ne marche pas, on va dire hey, t'es un vrai couillon ou une vraie couillonne, tu t'es planté. Non.
Parce que personne au départ pouvait savoir que ça n'allait pas marcher. C'est comme la recherche fondamentale. Par contre, et concrètement c'est ce qu'ils font chez Toshiba, si le projet n'a pas abouti, il y a quand même comment s'est développé le projet. C'est comme ça qu'on évalue les chercheurs. Le problème des chercheurs aujourd'hui, c'est que les évaluent sur des résultats à court terme. Ce qui quand même commence à poser un problème, parce que les études montrent que ceux qui produisent à moyen terme, ce sont des articles qu'on cite 20 ans plus tard, et ceux qui ont été publiés en Parrish tous les ans ne sont pas cités 5 ans plus tard. Donc il y a un problème de l'évaluation du vrai travail de recherche. Une étude récente qui a été faite aux États-Unis. Et derrière cela, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer les chercheurs sur la démarche, et pas forcément que sur le résultat. Vous voyez l'erreur de conduite, de management, de l'innovation. Et même si ça n'a pas abouti, vous avez des protocoles, des connaissances que, justement, vous allez appliquer ailleurs. Par contre, si, et on l'espère, le projet aboutit, ben la personne est récompensée comme il se doit. Et là, vous tombez sur des notions d'équité. Et même les singes savent faire ça. Vous prenez deux singes capucins, comme dans tous les films de pirates, ils sont très intelligents. Ils font le même job, très compliqué, mais ils sont les uns les autres. Vous les récompensez avec des concombres. Ils aiment les concombres. Et il y en a un, d'un seul coup, vous me récompensez, vous augmentez la récompense avec des raisins. L'autre à côté, il ne va pas mettre longtemps à se dire, hey, à un instant là, j'ai fait le même job que ce singe qui est ma même espèce. Lui, il a des raisins et moi j'ai encore des concombres. Et l'autre, il se met en grève. Nous, les singes, nous avons des systèmes de reconnaissance sociaux. Nous avons des systèmes où on se reconnaît facialement. Et donc, vous comprenez bien que là, le management de l'innovation permet aux gens, aux hommes et aux femmes de prendre des responsabilités, de prendre le projet en main, d'accepter que même si hiérarchiquement on est au-dessus, ce sont eux qui soient les leaders. Si ça ne marche pas, vous êtes quand même responsable, que vous le vouliez ou non, et que par ailleurs, si la récompense va arriver, ce sont eux qui doivent être récompensés. Ben ça, c'est pas évident à faire. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire pour innover. Sinon, si les personnes ne le font pas, si ça ne se fait pas, ils ne vont pas recommencer deux fois. Au Japon, c'est un exemple unique. Un chercheur avait trouvé un système en informatique absolument génial, et l'entreprise donc se taille des parts de marché énormes. Le chercheur est très bien récompensé, même plus que par son contrat, parfaitement honoré, très bien récompensé. Seulement, les dividendes sont tels que sur les stock options, les dividendes, etc., évidemment, les émoluments qui tombent sur les cadres dirigeants qui ont respecté la règle, s'il vous plaît, sont d'un autre ordre de grandeur. Eh bien, cet homme a porté une note. Et sur le droit, c'est pas recevable. Mais les juges vont lui donner raison. Pourquoi? Parce que le message était de se dire, si on ne répond pas à cela, les personnes seront plus motivées pour innover, surtout s'il y a des enjeux là. C'était ça le message. Oui. Vous savez, le message était assez fascinant. Et je vous donne l'histoire de chimpanzé, pour vous montrer combien l'équité et l'organisation jouent un rôle important. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ces chimpanzés Belfaré de Taï sont d'excellents chasseurs. Les chimpanzés sont des omnivores comme nous. Ils viennent de manger. Il y a deux singes colobes qui passent. Ce sont des singes qui mangent des feuilles, qui ont des canines comme ça. Et là, ils disent, tiens, voilà le dessert. Et aller chercher un singe colobe pour le dessert, c'est pas aller chercher un esquimau dans le congélateur. C'est un peu plus sportif. Et là, vous avez des individus qui sont plus compétents que d'autres, qui sont reconnus pour leurs compétences. Donc, ce n'est pas les dominants. Et là, c'est mâle numéro 3, en l'occurrence, dans la hiérarchie. Et c'est lui qui va être le leader de la traque. Il ne peut pas attraper la proie sans les autres. Il va l'attraper, il va devenir la puissance invitante. Même les dominants demanderont. Si une femelle a participé, elle en aura. Si une femelle n'a pas participé et qu'elle n'est pas réceptive sexuellement, casse-toi. Si elle n'a pas participé et qu'elle est réceptive sexuellement, qu'est-ce que tu veux? Ah, bon, ce sont des bêtes. Hein. Alors, bon. On n'a pas inventé le déjeuner, les gars. Hein. Voilà. Et là, donc, voilà. Et là, il y a une véritable équité. Reconnaissance des compétences. On va en Tanzanie maintenant. Les premiers chimpanzés, d'ailleurs, étudiés par